D'où la mise en place du premier tableau. Regardez la présentation. Ce que je vous disais tout à l'heure, que pour démarrer un algorithme, il faut toujours partir d'une solution initiale. Donc, j'utiliserai encore mon graphique une fois pour vous expliquer tout à l'heure, au début de la deuxième partie, comment effectivement on va sélectionner les autres sommets. Mais n'oubliez pas qu'on est en train de mettre en place une méthode algébrique, sachant au départ, on ne sait pas combien il y a de sommets, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. D'accord ? Donc, il faut démarrer d'un sommet. Et c'est pour ça que là, ça va marcher. Il y en a un que l'on va connaître parce que c'est un problème de maximisation avec que des contraintes inférieures ou égales. Et vous vous souvenez, quand vous avez fait votre graphique, à chaque fois que vous avez des contraintes, pour sélectionner le demi-plan, vous avez pris quoi? Comme souvent, vous preniez un point témoin. Et le plus simple, c'était de prendre l'origine du repère. Et vous vous souvenez, ce qu'on avait vu, c'est que l'origine, donc c'est-à-dire le point de coordonnées x égale 0, y égale 0, il est quoi? Il est solution des inéquations de type inférieur à une valeur positive, mais au contraire, il n'était pas solution des contraintes supérieures ou égales. D'accord? D'où, c'est pour ça que là on commence par le cas le plus simple, parce que vous allez voir, c'est notre sommet 0, l'origine du repère, qui va nous permettre de démarrer notre algorithme du simplex. Donc, il nous faut partir d'une solution initiale. Quand le nombre de variables principales est grand, on est incapable de visualiser directement le domaine faisable, on ne connaît pas le nombre de sommets. Quel sommet peut-on choisir? Donc, voilà. Toutes les contraintes étant de type inférieur ou égal, toutes les variables rentrant en jeu étant positives, et bien tout simplement, il suffit de prendre le sommet où toutes les variables principales sont égales à 0. Et ça va être notre solution de départ. D'où le cas général, regardez, dès que vous aurez un programme standard, associé à un programme canonique, j'aurais pu mettre forme standard et forme canonique, donc ayant n variables principales, p contraintes. Donc on a dit, je redis, le programme standard comporte donc n plus p variables, n sont principales, p sont d'écart. On choisit comme solution initiale, donc on a dit, toujours pareil, s'il y a n variables principales, ça veut dire que chaque sommet sature n contraintes, donc ça veut dire qu'il y a n variable en situation hors base. Et donc, regardez, on choisit comme solution initiale toujours la même chose. En situation de hors base, on mettra toutes les variables principales. Et en situation de base, on met les autres variables qui restent, c'est-à-dire l'ensemble des variables d'écart. Et ça sera vrai. S'il y a 3 variables principales, vous allez partir de la solution de départ en hors base, par exemple, x, y, z, et puis après, l'ensemble en base, toutes les variables d'écart. Si j'ai 4 variables principales, x, y, z, t, on va partir de la solution. En situation d'hors base, on a x, y, z, t. D'accord? De manière très générale. Alors, bien évidemment, pour notre exemple, voilà, puisque nous, on n'a que 2 variables principales, on a bien mis, donc on part effectivement de mon origine, qui correspond avec, en situation d'hors base, mes 2 variables principales, et comme j'avais 4 contraintes, donc 4 variables d'écart, je me retrouve avec 4 variables en situation de base. Alors maintenant, on va voir effectivement, vous vous souvenez quel était le but? C'était quoi? Mon sommet maintenant, je connais les 2 zéros, mais mon sommet, il faut que je trouve les 4 autres coordonnées, d'accord? Qui doivent être solution du système d'équations de ma forme standard, mon système de 4 équations assises inconnues. Après, il faudra calculer la fonction économique, et puis il faudra regarder si le sommet, c'est le maximum recherché ou non. D'accord? Donc, au lieu de travailler avec des x, y, z, puisqu'on est dans du linéaire, vous savez bien que ce qui change d'un système d'équations à un autre, c'est bien évidemment le nombre d'inconnus et le nombre d'équations, mais si vous prenez 2 systèmes d'équations linéaires comportant le même nombre de variables et le même nombre d'équations, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va les différencier l'un de l'autre, c'est les petits coefficients numériques, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2x plus y égale 500, vous aurez x plus 4y égale 100, c'est tous ces petits nombres. Et comme c'est du linéaire, on va travailler, quand on fait des transformations sur ces équations, finalement on ne fait que des calculs numériques sur ces petits coefficients numériques. Et c'est pour ça qu'au lieu de se trimballer avec toutes les équations écrites avec les x, y, E1, E2, E3, E4, à chaque sommet, on va associer un tableau que l'on appelle le tableau du simplex. Alors, on va résumer l'ensemble des renseignements.
hein, bon, puisqu'on va démarrer par le sommet origine, dans un tableau qu'on appellera le tableau du simplex, donc il va être constitué, regardez, n plus p plus 2 colonnes. Alors pourquoi n plus p plus 2 colonnes? Il va avoir autant de colonnes, vous allez voir tout à l'heure là sur la petite présentation générale du tableau, n plus p parce qu'on a n plus p variable, et pourquoi plus 2? Parce qu'on va avoir une première colonne, hein, supplémentaire, et une dernière colonne qui sera la colonne que j'appellerai second membre. Et après, au niveau des lignes, on va voir P ligne, ça c'est pour mes contraintes, comme j'ai P contraintes, et puis il y aura une ligne qui nous permettra d'affecter les colonnes à des variables, et puis une dernière ligne qui sera pour la fonction économique. Et là-dedans, on va mettre tous les coefficients numériques de la fonction économique et de la forme standard et des contraintes. Donc voilà, en gros, voyez, on va avoir ce que je disais ici pour notre exemple. On a 2 variables principales, 4 variables d'écart. Donc au total, 6 variables. Donc on aura 6 colonnes. On rajoute une colonne sur, ici, la gauche, que je vais appeler base. Vous verrez, on va affecter chaque ligne à une des variables bases du sommet considéré. On rajoute une dernière colonne que moi j'appelle SM pour second membre. C'est le second membre des équations. Et puis regardez, on rajoute une ligne ici que moi j'appelle la ligne delta, qui va être relative à la fonction économique. Donc on va voir ce que ça donne. Regardez, je prends ma forme. Donc ce tableau, il est mis en place à partir de ma forme standard. Donc je vous rappelle ma forme standard. J'ai mes 4 équations. Donc vous voyez mes 4 lignes, mes 6 colonnes pour mes 6 variables, la colonne base, je vais affecter chacune des lignes à une des variables bases, et la colonne second membre et la ligne delta. Donc regardez, la première ligne, je l'ai affectée à la variable E1. Donc vous vous souvenez, je pars du sommet 0, donc c'est X et Y qui sont en situation de hors base, et les 4 variables d'écart qui sont en situation de base. D'accord? Donc là, une ligne pour chacune des variables bases du sommet considéré. Donc là, vous les affectez au départ comme vous voulez. Alors, l'habitude veut que l'on commence la première ligne par E1, E2, etc. Vous auriez très bien pu mettre E1 en 4e ligne. Le problème après, c'est pas de mettre n'importe quel nombre dans cette ligne. Donc là, j'ai choisi d'affecter la première ligne à E1. Je regarde dans ma forme standard où apparaît la variable E1. Et obligatoirement, vous verrez toujours, dans les tableaux du simplex, la variable E1, elle apparaît dans une et une seule des équations. D'accord? C'est-à-dire que chaque variable base n'apparaît que dans une et une seule des équations de ma forme standard. Donc là, j'ai E1, et puis regardez ce que j'ai mis, 3x, donc j'ai mis le 3, plus une fois y, j'ai mis le 1, plus une fois E1. Après, j'ai mis 3 zéros parce que dans cette équation, effectivement, n'apparaît ni E2, ni E3, ni E4, et ce que j'appelle second membre égale 1950. D'accord? Alors pareil, les colonnes, vous auriez pu les affecter dans l'ordre que vous souhaitiez. Ça, c'est le truc habituel. On commence par affecter les premières colonnes aux variables principales et les colonnes suivantes aux variables d'écart. Toujours est-il que là, dès que vous avez décidé au premier tableau une certaine affectation des colonnes, obligatoirement aux autres tableaux, puisque vous allez voir à chaque sommet on va associer un tableau, il faudra affecter exactement le même ordre. Donc cet ordre-là, il ne changera plus. À chaque tableau que je ferai, associé à chaque sommet que je vais aller explorer, la première colonne sera relative au coefficient dans mes équations et dans la fonction économique de la variable x. La deuxième colonne, ça sera les coefficients associés à la variable y, etc. D'accord? Donc après, regardez, E2, j'ai décidé E2 au départ. Là, vous verrez, ça va changer. Là, les affectations, petit à petit, puisqu'on n'aura pas les mêmes variables bases suivant le sommet exploré, effectivement, les affectations de lignes, petit à petit, vont changer. Donc E2, regardez, j'ai pris la deuxième équation, donc 1,5x plus 3y. Il n'y a pas de 1, j'ai mis un 0, plus une fois E2, j'ai mis un 1, ni E3 ni E4, j'ai mis des 0, égale 2025. Donc j'ai fait la même chose ici pour E3 et pour E4. Et puis regardez, maintenant j'ai rajouté, n'oublions pas, c'est quand même un truc important, il n'y a pas seulement mon système des contraintes, n'oubliez pas, il faut maximiser une certaine fonction économique. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté dans le tableau une ligne supplémentaire. Donc je rappelle, moi je l'ai appelée delta pour la fonction économique. Et là, regardez, 25x plus 20y, donc 25x plus 20y, et des zéros pour les 4 variables bases,
Donc ici mes 4 variables d'écart. Et au départ, c'est vrai que ma fonction économique, c'est pas une équation mathématique. Donc vous voyez, il y avait la dernière case ici, à l'intersection de la colonne second membre et de la ligne delta, où il y avait au départ aucune valeur. Eh bien, on va l'utiliser. On va l'utiliser, cette case. Et on va y décider au départ d'y mettre la valeur 0. Alors pourquoi la valeur 0 ? Parce que pour mon sommet de départ, regardez, comme c'est x et y qui sont en situation d'hors base, donc par définition qui prennent la valeur 0, ben ça veut dire quoi ? Que je fabrique aucun produit A et aucun produit B, donc bien évidemment j'en vends aucun A et aucun B, et donc bien évidemment, regardez, 25 fois 0 plus 20 fois 0, ma fonction économique, eh ben, elle prend la valeur 0. C'est-à-dire que ma marge, effectivement, associée à ce programme de production, est nulle. Et donc, on va partir de cette valeur 0. Alors, vous remarquez que là, je vous ai mis les 4 zéros sur la ligne delta en bleu. Donc, vous, sur votre petit polycope, vous ne le voyez pas trop. Et là, les nombres 25 et 20. Et ça, on aura toujours, et vous allez voir, c'est très important, cette ligne delta, parce qu'au départ, on se rend compte que finalement, notre fonction, elle est relative à la fonction économique. Mais finalement, au départ, ma fonction économique, regardez, elle n'est écrite qu'en fonction des 2 variables hors base. D'accord ? Et vous allez voir qu'on va avoir cette règle sur tous les tableaux. Et notre ligne delta va nous permettre des critères de sélection, de ce qu'on va appeler après les variables in. Et ça sera aussi cette ligne-là qui nous permettra de mettre en place le critère d'arrêt des itérations. C'est-à-dire que sur la ligne delta, ça sera toujours l'écriture de la fonction économique, mais uniquement en fonction des variables hors base du sommet considéré. Donc là, les variables hors base, c'est x et y, donc j'ai des nombres ici, différents de 0. Là, au départ, ils sont positifs, vous allez voir, après, ils peuvent devenir négatifs. Et puis, obligatoirement, sur la ligne delta, il y a toujours des zéros pour les variables bases. C'est-à-dire que la ligne delta va nous donner l'écriture de la fonction économique uniquement en fonction des variables hors base. Et donc, maintenant, ce qui est important, voilà, la lecture du tableau. Quand vous allez avoir, n'oubliez pas, c'était quoi le but ? Le but, c'est, pour chaque sommet, connaître ces 6 coordonnées, calculer la fonction économique, et après, on se posera la question du critère d'arrêt des itérations, mais ça sera dans la deuxième partie, si mes souvenirs sont bons, que je vous en parlerai. Donc, regardez l'idée. Alors, on calcule comment on va lire ce tableau. Les 6 coordonnées, d'abord hors base. Donc, regardez, si vous n'avez pas d'éléments dits à côté du tableau, eh bien, tout simplement, vous regardez la ligne delta, obligatoirement. Les variables hors base sont celles associées aux coefficients non nuls. Donc là, 25 et 20, c'est donc x et y. Et par définition, elles prennent la valeur 0. Alors maintenant, normalement, qu'est-ce que je devrais faire, variable base ? Reprendre mon système de mes 4 équations à 6 inconnues, j'y remplace le x et le y à 0, et si vous vous souvenez, quand nous on l'a fait pour vous montrer que les 2 zéros tout à l'heure, on avait vu effectivement que E1 était égal à 1950, E2 2025, etc. Et donc regardez là, du point de vue pratique, bête et méchant, comment je fais pour avoir les variables bases ? Bon, c'est bien évidemment, si j'ai déjà détecté les 2 variables hors base, c'est les autres, ou alors, ce que je vous ai mis ici, je regarde la ligne delta et c'est les variables associées aux coefficients nuls sur la ligne delta, donc c'est E1, E2, E3 et E4, et regardez, tout simplement, grâce au tableau du simplex, on fait l'affectation, on fait la correspondance entre l'affectation de la ligne à une des variables bases du sommet considéré avec les valeurs numériques obtenues sur la colonne second membre. Et on lit directement E1 égale 1950, E2 égale 2025, E3 égale 795, E4 égale 600. D'accord ? Ça sera comme ça. Et après, il nous manquera l'élément de la fonction économique. Bon, là, on a décidé, donc ça fait 0. Et on verra que dans les autres tableaux, le nombre que l'on a, quand on fera les transformations du tableau, à partir du deuxième tableau, on aura toujours un nombre négatif dans cette case. Et la valeur de la fonction économique pour le sommet considéré, ça sera l'opposé du nombre que l'on verra apparaître dans cette case à l'intersection de la ligne delta et de la colonne second membre. Donc, alors, petite remarque. Vous pourriez me dire, bon, elle nous dit là, E1, il suffit de faire la correspondance
E1 avec la colonne second membre. Bon, ça marche pour ce sommet, pourquoi ça marcherait pour les autres? Et vous allez voir, c'est grâce à cette observation pourquoi on peut faire cette lecture directe. N'oubliez pas que ces coefficients numériques, là, c'est quoi? C'est des coefficients d'une équation mathématique. Maintenant, si je relis, ça veut dire quoi là? Première équation, 3x plus 1 fois y plus 1 fois E1 égale 1950. D'accord? Donc, dans toutes les équations, il y a un nombre fois x plus un nombre fois y. Mais comme x et y sont en situation d'hors base, quand je remets dans mes équations, eh ben, en gros, quels que soient ces nombres-là, ça va faire 3 fois 0 plus 1 fois 0 ou 1,5 fois 0 plus 3 fois 0. Donc, regardez, ça, finalement, hein, mes équations ici, hop. Et regardez ce qui reste. Hein, je n'ai pas 10 000 bras, mais hein, qu'est-ce qui reste? Il me reste mes 4 colonnes ici. Et regardez dans chaque colonne, hein, d'accord, vous oubliez le x et les y, et regardez E1. C'est une colonne où il y a 1, 1 et que des zéros. E2, il n'y a que 1, 1 et des zéros. Donc regardez, c'est parce que mon équation, puisque x et y sont nuls, il me reste mon équation 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3 plus 0 fois E4 égale 1950. Donc obligatoirement, ça veut bien dire que mon équation finalement, elle ne dépend que de E1, elle ne dépend ni de E2, ni de E3, ni de E4. Donc c'est bien une équation dont il ne me reste plus qu'une seule inconnue. Et pourquoi la valeur de cette inconnue, c'est directement le 1950? Là, il y a encore un petit x, ça marche. Pourquoi? Parce que là, il y a un 1. Si j'avais eu un 2, ça aurait fait 2 fois E1 égale 1950. Donc la valeur de E1 n'aurait pas été 1950, ça aurait été 1950 divisé par 2. D'accord? D'où, regardez, pourquoi on a cette fameuse lecture directe? C'est que quand on a éliminé du tableau les colonnes correspondant aux variables hors base du sommet considéré, eh bien, pour les colonnes correspondant aux variables bases, on se retrouve avec uniquement dans chaque ligne, vous voyez, si elle est relative à E1, il y a 1 au croisement de E1 et E1, des zéros ailleurs. Là, regardez pourquoi je peux lire directement E2 égale 2025, parce que regardez, le 1, il est pas n'importe où. Il est au croisement de la colonne 2 de la ligne 2, et que dans cette équation n'apparaît ni E1, ni E3, ni E4, etc. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que vous allez voir que tout à l'heure, hein, quand on va regarder à faire la deuxième partie, hein, ça sera les itérations, eh ben, on va jouer avec ça. On va se dire, tiens, c'est quand même sympathique dans ce premier tableau, finalement, regardez, quand j'ai mon tableau du simplex pour chaque sommet, j'ai tout dans la colonne second membre, avec cette affectation là des lignes. Il suffit, je dis, allez tiens, là et là, c'est hors base, c'est 0, et puis après je lis, je fais ma correspondance, j'ai les valeurs numériques de mes variables bases, et là j'ai ma fonction économique. Et donc toute l'idée du simplex, ça va être effectivement de reconstituer pour chaque sommet un tableau qui aura cette même particularité, c'est-à-dire de pouvoir lire directement dans la colonne second membre, d'une part les valeurs numériques des variables, des nouvelles variables bases du sommet correspondant, et la valeur de la fonction économique. Oui. Ah, je l'avais corrigé. Oui, oui, oui. Donc vous mettez, effectivement. Je ferai la correction. Ah, il est sur la feuille? Ah, donc il faudra que je remette. Donc là, effectivement, il y a un ici. Donc c'est sur le... Voilà, c'est bon, c'est le dernier, là. Voilà. Donc là, on va arrêter la première partie. Et dans la deuxième partie, maintenant, on va voir comment, effectivement, on va aller choisir un autre sommet. Comment on construira le nouveau tableau du simplex. Alors vous verrez, là j'ai pris un exemple où il n'y a pas trop d'itérations, donc on en fera une première itération où je vous expliquerai toute la mise en place. La deuxième itération, vous verrez, on mettra que les règles de cuisine, et puis après on fera l'interprétation des résultats. Allez, on va s'arrêter pour la première partie, on reprendra un peu plus tard.